Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand était proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles, et ce alors que la guerre faisait rage entre la France et une coalition d'États allemands menée par la Prusse. Cette date marque l'aboutissement d'un processus qui a débuté plusieurs années auparavant, celui de l'unification de l'Allemagne. Car, pendant des siècles, le territoire que l'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui l'Allemagne était morcelé en dizaines, voire centaines de petits États, souvent rivaux, qui se faisaient régulièrement la guerre. Pourtant, il y avait déjà un socle commun entre les habitants de ces différentes entités, notamment la langue, les origines, l'histoire, la culture ou encore les grandes figures communes dans des domaines comme la littérature, la musique, la philosophie et les sciences. Mais si ces facteurs ont pu jouer un rôle dans l'unification allemande, celle-ci a été rendue possible par les circonstances. En effet, la Révolution française et les guerres napoléoniennes ont apporté à toute l'Europe, y compris à l'Allemagne, des principes véritablement révolutionnaires pour l'époque, notamment celui de la souveraineté populaire et celui de la conscience d'appartenir à une nation dont les habitants partagent les mêmes valeurs. Surtout, cette unification a pu se réaliser grâce à la volonté d'un État, la Prusse, mais aussi celle d'un homme, Otto von Bismarck. Pendant des siècles, le territoire de l'actuelle Allemagne appartenait à un ensemble qui dominait une bonne partie de l'Europe centrale et occidentale, le Saint-Empire romain germanique. Fondé en l'an 962 avec le couronnement du roi Othon Ier de Germanie à Rome par le pape Jean XII en tant qu'empereur des Romains, cet ensemble se veut l'héritier du grand empire de Charlemagne et surtout de l'Empire romain. Mais au fil des siècles, l'autorité centrale de cet empire, qui est une monarchie élective ne possédant pas de capitale fixe, ne cesse de s'affaiblir au profit des innombrables entités qui se trouvent en son sein, duchés, principautés, États ecclésiastiques et autres villes libres. Des tensions plus ou moins fortes éclatent régulièrement entre l'empereur et le pape. L'avènement de la réforme protestante au XVIe siècle brise l'unité religieuse du Saint-Empire qui s'enfonce dans des affrontements meurtriers dont le point d'orgue est la guerre de 30 ans qui se déroule de 1618 à 1648 et qui ravage le territoire allemand. Mais c'est de la France que va venir le coup de grâce. En effet, la Révolution française de 1789 provoque une onde de choc à travers toute l'Europe. Avec la conquête et l'annexion de la rive gauche du Rhin par la France en 1797, les idées révolutionnaires commencent à faire leur entrée en Allemagne. Finalement, le 6 août 1806, le dernier empereur du Saint-Empire, François II, proclame la dissolution d'une entité politique qui aura duré 844 ans, et ce après la victoire écrasante de Napoléon à Austerlitz. À la place, l'empereur des Français crée la Confédération du Rhin qui rassemble tous les États de langue allemande qui faisaient auparavant partie du Saint-Empire, à l'exception notable des deux plus importants, l'Autriche et la Prusse. Sur le plan territorial, les frontières sont redessinées, à tel point que le nombre d'États allemands, qui était d'environ 350 lors de la signature des traités de Westphalie qui mirent fin à la guerre de 30 ans, passe à seulement 37. Mais comme on le sait, Napoléon a finalement été vaincu par les puissances coalisées. Du 16 au 19 octobre 1813 eut lieu une grande bataille près de la ville de Leipzig, en Saxe, qui vit notamment les armées de plusieurs nations allemandes coalisées s'imposer face à la grande armée napoléonienne. Cette bataille, souvent surnommée la bataille des nations, fut la première où tant d'États allemands se rassemblèrent contre un ennemi extérieur commun et constitua ainsi une étape décisive dans la naissance du nationalisme allemand. Mais en 1815, lors du congrès de Vienne qui régla le sort de l'Europe après la chute de Napoléon, les diplomates des monarchies du vieux continent ne tenèrent absolument pas compte des aspirations nationales ayant, à la faveur de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, émergé dans toute l'Europe. Outre les Italiens et les Polonais, les Allemands furent parmi les principales victimes des décisions prises dans la capitale de l'Empire d'Autriche. À la place de la Confédération du Rhin, dissoute après la bataille de Leipzig, est créée une confédération germanique
composé de 39 États. Au sein de cet ensemble, les deux États les plus puissants sont la Prusse, qui a Berlin pour capitale, et surtout l'Autriche, dont la capitale est, comme on l'a vu précédemment, Vienne. Dirigée par la dynastie des Habsbourg, qui donna au Saint-Empire quasiment tous ses empereurs à partir du XVe siècle et qui préside dorénavant la Confédération germanique, l'Autriche, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le prince Clemens von Metternich, se voit comme la garante de l'ordre absolutiste de l'Ancien Régime face aux soubresauts révolutionnaires quitte à piétiner les aspirations d'unité nationale des peuples d'Europe. Pourtant, les monarques et leurs ministres ont beau tenter d'ignorer les volontés de leurs sujets, ces derniers, du moins une partie d'entre eux, se sont réappropriés les idées libérales et nationales apportées par les soldats français. Cela est particulièrement vrai pour les États allemands. Qu'il s'agisse des habitants de la Prusse, de la Saxe, de la Bavière, de la Hesse ou du Wurtemberg, beaucoup d'entre eux commencent à prendre conscience qu'au-delà de leur division, de nombreux éléments les rapprochent. Il y a tout d'abord la langue. Bien que chaque région dispose de son propre dialecte, une langue allemande standardisée s'est progressivement constituée au fil des siècles. Une première étape importante fut la traduction de la Bible par Martin Luther au XVIe siècle. Par la suite, Johann Wolfgang von Goethe jouera un rôle décisif dans l'émergence d'une conscience culturelle commune à tous les Allemands grâce à des œuvres comme Les souffrances du jeune Werther ou Faust. Goethe sera également une figure inspiratrice du courant Sturm und Drang, qui signifie tempête et passion, un courant pour lequel la liberté est une valeur fondamentale. En ce début du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui voient dans la création d'une nation le meilleur moyen de briser les chaînes de l'oppression exercée par les souverains. L'influence culturelle et littéraire de Goethe fut telle qu'encore aujourd'hui, la langue allemande est souvent surnommée la langue de Goethe. L'Allemagne est aussi le principal foyer d'émergence du romantisme, un mouvement culturel présent dans tous les arts de l'époque, mais aussi dans la politique. Ce courant, apparu dès la fin du XVIIIe siècle, encourage chaque individu à exprimer avec exaltation ses passions les plus profondes à travers l'art. Porté par des figures comme les frères Grimm, véritables références dans le domaine de l'écriture des contes, ce mouvement encourage les sympathisants du mouvement nationaliste allemand, aussi appelé pangermanisme, à exprimer plus ouvertement leurs opinions à une époque où les monarques et dirigeants conservateurs cherchent à les réprimer. Tout au long des premières décennies du XIXe siècle, l'idée de l'unification allemande fait son chemin parmi les milieux acquis aux idées libérales, notamment la bourgeoisie marchande. Durant cette période, le développement du chemin de fer permet de rapprocher les différentes villes et États allemands, ainsi que d'augmenter les échanges humains et commerciaux, mais également de répandre le courant nationaliste allemand parmi la population. Avec le développement des réseaux de transport, chemins de fer, mais aussi routes et voies fluviales, émerge chez les Allemands la conscience d'appartenir à un espace géographique commun. Dès 1807, le géographe et explorateur Alexander von Humboldt affirmait que le caractère d'une nation était le reflet de sa géographie et que la population et les paysages du lieu où celle-ci habite sont intrinsèquement liés. De nombreux auteurs, philosophes et autres artistes exaltent la notion de frontière naturelle pour la nation allemande. Exemple révélateur, la chanson patriotique Die Wacht am Rhein, la garde sur le Rhin, un poème écrit en 1840 et mis en musique en 1854 qui appelle à défendre ce fleuve comme étant un symbole de la patrie allemande face à tout ennemi extérieur, en particulier la France. Mais si la plupart des Allemands sont d'accord sur l'idée qu'il faut s'unir pour former une seule et unique nation, ceux-ci restent divisés sur de nombreux points, en particulier sur sa taille et sur les États qui doivent être inclus ou pas. Deux principaux courants s'opposent quant à la résolution de la question allemande. D'un côté, la solution dite grande allemande ou Großdeutsche Lösung, de l'autre, la solution dite petite allemande ou Kleindeutsche Lösung. La grande différence entre ces deux solutions est que la première inclut l'Autriche dans cet hypothétique État allemand unifié, tandis que l'autre l'en exclut. Depuis sa formation en 1701, le royaume de Prusse, dirigé par la dynastie des Hohenzollern, est entré dans une rivalité avec l'Autriche qui, par ses possessions, domine le Saint-Empire depuis plusieurs siècles. Les deux États durent cependant s'unir dans leur lutte commune contre la menace de la France révolutionnaire
puis napoléonienne, et ils ont tout intérêt à prévenir toute flambée antimonarchique. Pour autant, la Prusse supporte mal la volonté de l'Autriche d'imposer son hégémonie politique, d'autant qu'aux rivalités entre les maisons royales des Hohenzollern et des Habsbourg s'ajoutent des différends religieux. La Prusse a massivement adhéré à la réforme protestante, alors que l'Autriche demeure un bastion du catholicisme. En 1834, la Prusse instaure le Zollverein, une union douanière qui lui permet d'entretenir des relations économiques plus étroites avec les autres États allemands. En 1866, le Zollverein inclut quasiment l'ensemble des États membres de la Confédération germanique, à l'exception notable de l'Autriche, du fait de sa politique commerciale protectionniste. Régulièrement, des manifestations et des rassemblements de milieux libéraux et nationalistes secouent la Confédération germanique, comme lors de la fête de la Wartburg le 18 octobre 1817, lorsque 500 étudiants, sous la devise Honneur, Liberté, Patrie, célèbrent simultanément la victoire des nations allemandes sur Napoléon et les 300 ans de la réforme protestante, tout en condamnant la politique réactionnaire de l'Autriche catholique. On peut citer aussi le festival de Hambach du 27 au 30 mai 1832 où 30 000 participants écoutent les discours enflammés de nationalistes célébrant la liberté, la fraternité et l'unité nationale. En dépit de tous ces signaux d'alerte pour les monarchies autoritaires, ces dernières ont, pendant plusieurs années, réussi à limiter la propagation de ces idées véritablement révolutionnaires pour l'époque. Mais que se passera-t-il si ces mouvements prennent une plus grande ampleur et surtout s'ils se produisent simultanément à travers toute l'Europe? En 1848, l'Europe est secouée par la plus grande vague révolutionnaire de son histoire. Débuté en France le 23 février avec la chute de la monarchie de Juillet et la proclamation de la République, ce mouvement de fond, connu aujourd'hui sous le nom de Printemps des peuples, se répand rapidement en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Pologne, au Danemark, aux Pays-Bas, etc. Ce sont en tout une cinquantaine de pays qui seront affectés par ces révolutions en Europe et même au-delà. Des révolutions qui dureront parfois jusqu'au début de l'année 1849. Bien que chaque pays ait ses particularités, ces révolutions partagent le fait d'avoir une vocation démocratique, libérale et nationale. Portées par les libéraux, les bourgeois, la classe moyenne naissante et les ouvriers, elles réclament la mise en place de constitutions, une plus grande participation à la vie politique du pays, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'assemblée, de meilleures conditions de vie pour les ouvriers, ainsi que l'affirmation de la nation. Cette dernière revendication est particulièrement importante en Pologne, en Hongrie, en Italie et bien sûr en Allemagne. Le souffle du printemps des peuples franchit le Rhin dès le mois de mars. Le 13 mars, le vent révolutionnaire frappe Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche. Les manifestations provoquent la chute du ministre Metternich, garant de l'ordre européen depuis 1815. 2 jours plus tard, l'empereur se résigne à octroyer la liberté de la presse et à promettre l'adoption d'une constitution. Mais, se sentant menacée, la cour impériale fuit Vienne. Encouragées par les mouvements se produisant chez les voisins français et autrichiens, les populations des États allemands se mettent à manifester en faveur de la mise en place de régimes libéraux et démocratiques, mais aussi en faveur de l'unité de l'Allemagne en un seul État. Touchons d'abord les États du Sud, Bade, Bavière, Wurtemberg, Saxe. Ces révoltes gagnent le nord de la Confédération germanique, y compris la Prusse, où des milliers de personnes s'amassent devant le palais royal à Berlin. Le 18 mars, les affrontements avec les gardes royaux font plusieurs morts. Le lendemain, le roi Frédéric Guillaume IV renonce à mater la foule et promet la formation d'une assemblée constituante. Bien avant les événements de Berlin et de Vienne, des milieux libéraux, radicaux et nationalistes ont décidé de prendre les devants et de préparer eux-mêmes l'avènement d'une Allemagne unie. Dès le 5 mars 1848, une cinquantaine de libéraux confie à une commission permanente de 7 membres la mission de former un parlement ayant pour objectif de préparer l'élection d'une assemblée nationale allemande. Ce pré-parlement, ou Vorparlament en allemand, propose que la future assemblée siège dans la ville de Francfort. Cette future assemblée, qui doit être composée de 831 membres, prévoit que chaque député représentera en moyenne 50 000 habitants et que le droit de vote sera accordé à tous les Allemands hommes, majeurs et indépendants, écartant de ce fait
les salariés et les ouvriers. Cependant, ce Parlement de Francfort souffre de plusieurs faiblesses qui le condamnent à moyen terme. Premièrement, le pré-parlement, chargé de préparer l'Assemblée constituante, inclut en majorité des délégués issus du sud et de l'ouest de l'Allemagne et dont les intérêts ne correspondent pas forcément à ceux de la Prusse ou de l'Autriche. D'ailleurs, lorsqu'il se réunit pour la première fois le 18 mai, le Parlement de Francfort, qui devait comprendre 831 députés, n'en rassemble finalement que 580, dont 200 Prussiens et 121 Autrichiens. Deuxièmement, les parlementaires se divisent sur le régime politique et la structure administrative que prendra le futur État allemand. L'Allemagne unie doit-elle être une monarchie ou une république? Un État centralisé ou décentralisé? Sur ces questions, le Parlement se divise rapidement en trois groupes antagonistes. Les républicains, favorables à un État centralisé, les conservateurs, partisans d'une monarchie fédérale disposant de pouvoirs étendus, et les libéraux, groupe le plus important à l'Assemblée, qui souhaitent la mise en place d'une monarchie fédérale dont l'Assemblée, qui concentre l'essentiel des pouvoirs, serait élue non pas au suffrage universel, mais au suffrage censitaire. Surtout, le Parlement de Francfort profite du contexte exceptionnel du Printemps des peuples en 1848. En effet, les grandes monarchies, à commencer par l'Autriche et la Prusse, sont trop préoccupées à réprimer d'autres insurrections en cours. Mais les jours de cette assemblée libérale et nationaliste sont comptés, car le vent tourne rapidement en faveur des têtes couronnées et de ce que l'on a appelé la réaction, en clair, les réactionnaires anti-révolutionnaires. L'Empire d'Autriche, qui semblait condamné par les poussées nationalistes de ses sujets, reprend de la vigueur grâce notamment au soutien inconditionnel de l'armée à la dynastie des Habsbourg. En Italie, les Autrichiens battent le royaume de Piémont-Sardaigne qui souhaite réaliser l'unité de la péninsule italienne lors de la bataille de Novare le 23 mars 1849, tandis que la révolte des Hongrois est définitivement écrasée avec le soutien de la Russie le 13 août 1849. En plus de la Hongrie et de l'Italie, l'Autriche entend également réaffirmer sa prépondérance sur l'Allemagne. Comme on l'a vu, le Parlement de Francfort rencontre de nombreuses difficultés. Afin de rassembler l'ensemble des populations germanophones, les parlementaires souhaitent que le futur État allemand soit le plus large possible. Or, les territoires revendiqués incluent le Luxembourg ainsi qu'une partie des territoires de la France, de la Russie, des Pays-Bas et du Danemark. Le Danemark particulièrement proteste contre l'inclusion des duchés danois du Schleswig et du Holstein dans le projet d'État allemand et parvient, sans prévenir le Parlement de Francfort, à convaincre la Prusse de lui laisser le contrôle des duchés. Ensuite, l'Assemblée doit faire face à un putsch mené par des mouvements d'extrême gauche. Démuni financièrement et militairement, le Parlement doit faire appel à l'aide de la Prusse et de la Bavière pour réprimer l'insurrection. Lorsqu'en octobre 1848, le Parlement de Francfort commence enfin à discuter de la future constitution allemande, le projet semble déjà condamné à échouer. Les partisans de la Grande Allemagne, incluant l'Autriche, et ceux de la Petite Allemagne, l'excluant, se déchirent. Tant que les Habsbourg sont aux prises avec les révoltes hongroises et italiennes, c'est la solution Petite Allemagne qui prend le dessus. Le 3 avril 1849, le Parlement de Francfort offre officiellement au roi Frédéric Guillaume IV de Prusse le titre d'empereur d'Allemagne. Cependant, le souverain refuse cette proposition et qualifie la couronne impériale qu'on lui propose de diadème de papier. Il estime que le Parlement n'a pas le pouvoir d'octroyer la couronne impériale à un souverain et que cela ne peut se faire que par l'assentiment des autres princes allemands. Mais le souverain prussien redoutait aussi une réaction militaire de l'Autriche, voire de la Russie, s'il avait accepté l'offre. Dès lors, les jours du Parlement de Francfort sont comptés. Alors que l'Autriche et la Prusse rappellent leurs députés et menacent d'intervenir, les quelques centaines de députés restants se réfugient à Stuttgart, capitale du royaume de Wurtemberg, le plus démocratique des États allemands, qui les fait pourtant disperser par la troupe le 18 juin 1849. Ainsi, la fin du Parlement de Francfort signe l'échec de l'unification allemande par la voie libérale et démocratique. Pour autant, le roi de Prusse n'a pas enterré le projet d'unité allemande. Dès le 26 mai 1849, il lance le projet d'union des trois rois qui réunit la Prusse, la Saxe et le Hanovre, qui devient
l'Union restreinte, avec en son sein les 28 États allemands ayant accepté le projet prussien de constitution fédérale soumis à une assemblée élue. Toutefois, l'Autriche, qui a repris le contrôle de la situation dans ses terres rebelles, est bien décidée à faire échouer un projet qui risque bien de l'exclure des affaires politiques allemandes. Le bras de fer entre les puissances germaniques va se jouer lorsque le prince électeur de Hesse-Kassel est chassé du pouvoir. L'Autriche lance un ultimatum à la Prusse. Vienne intime à Berlin de ne surtout pas intervenir dans les affaires de la Hesse-Kassel et de la laisser rétablir le prince électeur sur son trône. Le 29 novembre 1850, lors d'une rencontre avec le chancelier autrichien à Olmütz, le chef du gouvernement prussien cède sur tous les points. Cette reculade d'Olmütz, comme on la surnomme, marque la fin des espoirs de Guillaume Frédéric IV d'unifier l'Allemagne en son nom. Victorieuse, l'Autriche rétablit le statu quo dans toute l'Allemagne. La confédération germanique est rétablie, tout comme la Diète de Francfort qui avait été remplacée par le Parlement de Francfort lors du Printemps des peuples. Ainsi, que ce soit en Allemagne, en Italie ou en Hongrie, l'Empire des Habsbourg a rétabli l'ordre du Congrès de Vienne de 1815. Quant à la Prusse, elle sort évidemment humiliée de ce face-à-face avec l'Autriche. Cependant, bien que ses premières tentatives menant au chemin de l'unification aient été déjouées, elles permirent de faire avancer l'idée qu'une unification des Allemands en un seul État était désormais possible. Toutefois, l'Allemagne reste divisée en plusieurs États et les grandes puissances européennes qui se partagent le continent en zone d'influence entendent à ce que cela reste ainsi. En 1857, le roi Frédéric Guillaume IV est victime d'une attaque cérébrale qui le rend inapte à remplir ses fonctions. C'est son frère, le prince Guillaume, qui, en 1858, prit les affaires du royaume en main. En 1861, le prince Guillaume deviendra roi de Prusse sous le nom de Guillaume Ier. Dans le même temps, sous la direction du chef de l'état-major Helmut von Moltke et du ministre de la guerre Albrecht von Roon, l'armée prussienne connaît de profondes transformations tant sur le plan de son équipement que de sa doctrine militaire et de sa structure de commandement. Par ailleurs, à partir des années 1850, l'ordre du Congrès de Vienne est à nouveau ébranlé par plusieurs crises et conflits opposant les grandes puissances, notamment la guerre de Crimée de 1853 à 1856, qui vit la France, le Royaume-Uni, le Piémont-Sardaigne et l'Empire ottoman unir leurs forces contre la Russie, et les guerres d'unification de l'Italie, qui, à partir de 1859, voient la France soutenir le Piémont-Sardaigne dans son projet d'unification de l'Italie, projet auquel l'Autriche s'oppose vigoureusement. Les grandes puissances, distraites par ce qui se passe dans le reste du vieux continent, semblent détourner leur regard de l'Allemagne. C'est justement ce contexte favorable que la Prusse espère utiliser à son avantage. Encore faut-il qu'elle ait un dirigeant suffisamment rusé pour imposer ses intérêts, y compris par la force. Le 23 septembre 1862, le roi Guillaume Ier nomme Otto von Bismarck au poste de ministre-président, l'équivalent de Premier ministre, et de ministre des Affaires étrangères. Issu d'une famille de Junkers, nom donné aux membres de l'aristocratie foncière prussienne, Bismarck est, sur le plan politique, un conservateur pur et dur, naturellement hostile aux milieux libéraux et révolutionnaires et viscéralement attaché à l'ordre ancien des monarchies. Pour autant, il prend rapidement conscience de l'intérêt pour la Prusse de devenir le porte-étendard de l'unité allemande. Une Allemagne dominée par la Prusse serait en effet un État conservateur, militariste et autoritaire dans lequel les princes concentreraient entre leurs mains l'essentiel du pouvoir. La Prusse pourrait aussi redorer son blason auprès des États allemands et des autres puissances européennes, tout en prenant sa revanche sur l'Autriche, qui serait exclue des affaires politiques allemandes, et la verrait ainsi l'humiliation de la reculade d'Olmütz en 1850. Le 30 septembre 1862, devant des députés de l'Assemblée prussienne, Bismarck prononce un discours dans lequel il déclare « La Prusse doit se concentrer à maintenir sa puissance pour le moment favorable qui lui a si souvent échappé. Les frontières de la Prusse, définies par les traités de Vienne, ne sont pas propices à une vie étatique stable. Les grandes questions de cette époque ne seront pas résolues par des discours ou des décisions majoritaires, cela a été l'erreur de 1848 et 1849, mais par le fer et le sang. » À travers ce discours,
Bismarck démontre qu'il a compris que malgré une langue et une culture communes, les Allemands ne pourront s'unir que sous la bannière d'un État disposant d'une armée puissante, ce que possède justement la Prusse. En quelques années seulement, Bismarck va réussir, grâce à sa capacité à dénicher les bons coups et à son sens aigu de la diplomatie, à établir la domination de la Prusse sur l'Allemagne et unifier cette dernière sous son autorité. C'est d'ailleurs suite à ce discours que Bismarck est souvent surnommé le chancelier de fer. C'est en 1864 que débute le processus qui aboutira à l'unification allemande. Cette année-là a lieu la guerre dite des duchés. Au nord de la Confédération germanique se trouvent les duchés du Schleswig et du Holstein, politiquement contrôlés par le royaume du Danemark, situé en dehors de la Confédération. Ainsi, le roi du Danemark est aussi duc du Schleswig et du Holstein. Mais en 1863, le nouveau souverain danois, Christian IX, signe une nouvelle constitution qui reconnaît le duché du Schleswig comme faisant partie intégrante du Danemark. La Confédération germanique proteste contre ce qu'elle considère être une violation des protocoles de Londres de 1852 qui affirment que le royaume danois et les duchés jouissent de statuts distincts. Devant l'intransigeance danoise, Bismarck saisit l'opportunité pour entraîner l'Autriche aux côtés de la Prusse dans un conflit ayant pour objectif d'arracher au Danemark des territoires dont la population parle majoritairement allemand. Le conflit, qui débute le 1er février 1864, ne dure que quelques mois. L'armée du petit Danemark ne peut résister bien longtemps aux deux plus grands États allemands en même temps. Le traité de Vienne, signé le 30 octobre 1864, met officiellement fin à la guerre des duchés. Le Danemark est contraint de renoncer au Schleswig, qui passe sous le contrôle de la Prusse, et au Holstein, qui est désormais dominé par l'Autriche. Mais cette dernière vient alors, sans le savoir, de tomber dans le piège que Bismarck lui a tendu. En effet, le ministre-président de la Prusse a décidé d'exclure l'Empire des Habsbourg du futur État allemand. Deux raisons à cela. La Prusse étant majoritairement protestante, elle ne souhaite pas partager le pouvoir avec l'Autriche majoritairement catholique. De plus, l'Empire autrichien est un État multiethnique où les Allemands cohabitent avec de nombreuses minorités, hongrois, slaves, roumains, italiens. L'Italie justement, qui réalise son unification en même temps que l'Allemagne, signe avec la Prusse en avril 1866 un accord secret dans lequel les deux pays s'engagent à se porter mutuellement assistance en cas de guerre contre l'Autriche. L'Italie souhaite en effet arracher la Vénétie aux Autrichiens. Bismarck fait tout pour pousser Vienne à lui déclarer la guerre. Il accuse les Autrichiens de mal gérer le duché de Holstein, dont ils ont hérité après la guerre des duchés de 1864, et même de favoriser des activités révolutionnaires, des accusations qui ne manquent pas de grain de sel compte tenu du caractère intrinsèquement réactionnaire de l'Empire des Habsbourg. La rivalité austro-prussienne se joue également au sein même de la Diète de Francfort, siège de la Confédération germanique. La délégation prussienne y propose la rédaction d'une nouvelle constitution ainsi que l'élection du Parlement au suffrage universel. Par ces provocations, Bismarck prend de nombreux risques. En effet, les libéraux demeurent méfiants quant aux propositions prussiennes de constitution et d'assemblée démocratiquement élues. Beaucoup d'entre eux considèrent qu'il s'agit avant tout d'un moyen pour la Prusse d'étendre son pouvoir. Ils ont aussi vu la manière autoritaire dont Bismarck dirige le gouvernement prussien à coups de décrets et contournant sans vergogne le Parlement. Surtout dans le futur conflit qui s'annonce, la Prusse ne dispose que de très peu d'alliés au sein de la Confédération germanique. Mis à part quelques petits États du nord de l'Allemagne, tous les membres de la Confédération soutiennent l'Autriche. La guerre austro-prussienne débute le 14 juin 1866. Ce conflit décisif, qui doit déterminer l'avenir de l'unification allemande, ne dure pas plus de 7 semaines. Bien qu'elle soit confrontée à la quasi-totalité de la Confédération, l'armée prussienne remporte une série de victoires éclatantes. La bataille de Sadowa, aussi appelée bataille de Königgrätz, qui se déroula le 3 juillet 1866, est une véritable démonstration de force de la part de l'armée prussienne, mieux équipée, mieux entraînée, mieux commandée face à sa rivale autrichienne. La guerre austro-prussienne se conclut par la signature du traité de Prague le 23 août 1866. La Confédération germanique est dissoute et l'Autriche, marginalisée des affaires politiques allemandes, est exclue du processus d'unification.
C'est à ce moment précis que l'on peut affirmer que la solution petite allemande a triomphé sur la solution grande allemande. Grande gagnante de ce conflit, la Prusse, en plus d'annexer plusieurs territoires comme le Holstein, Francfort et le royaume de Hanovre, crée la Confédération d'Allemagne du Nord, officiellement présidée par le roi Guillaume Ier, mais dont Bismarck est le véritable dirigeant en tant que chancelier. Ainsi, du fait de la domination écrasante de la Prusse au sein de cet ensemble, on peut considérer que la Confédération d'Allemagne du Nord est une sorte de proto-État allemand. De son côté, l'Italie a connu de nombreuses difficultés face à l'armée autrichienne. Mais comme le traité de Prague oblige l'Empire des Habsbourg à renoncer à la Vénétie, Vienne, qui estime avoir gagné militairement contre l'Italie, cède ce territoire à la France, qui le donne aussitôt à l'Italie. Ébranlé politiquement, militairement et moralement par sa défaite retentissante, l'Empire d'Autriche doit faire face à la résurgence des velléités indépendantistes de ses minorités, notamment les Hongrois, qui s'étaient déjà soulevés contre l'autorité impériale lors des grandes révolutions européennes de 1848. Cette fois-ci, les Habsbourg sont obligés de faire des concessions. C'est ainsi qu'en 1867, l'Empire d'Autriche devient l'Empire d'Autriche-Hongrie, une double monarchie composée de l'Empire d'Autriche et du Royaume de Hongrie, deux entités qui disposent chacune de leurs propres compétences, mais qui restent unies par leur souverain commun, l'Empereur d'Autriche devenant aussi roi de Hongrie. Mais revenons à l'unification allemande. Suite à ce tournant décisif que fut la victoire de la Prusse sur l'Autriche, de plus en plus d'intellectuels, de libéraux et de bourgeois favorables à l'idée d'un État allemand unifié estiment que, ayant été mise hors jeu, l'Autriche ne peut plus défendre leurs intérêts et que désormais seule la Prusse est capable d'unifier un jour l'Allemagne. De son côté, Bismarck, malgré la victoire écrasante de la Prusse, a choisi de ne pas humilier davantage l'Autriche afin d'en faire un allié potentiel du futur État allemand. D'autre part, le chancelier redoute l'ingérence des puissances extérieures dans le processus d'unification. Or, s'il y a bien un pays qui est inquiet des succès prussiens, c'est la France, alors dirigée par Napoléon III, neveu de Napoléon Ier. Avant la guerre austro-prussienne, lors d'un sommet à Biarritz, le 4 octobre 1865, Bismarck promit à l'empereur des Français qu'en échange de sa neutralité dans un futur conflit entre la Prusse et l'Autriche, la France pourrait annexer le Grand-Duché du Luxembourg, territoire de la Confédération germanique qui est alors une possession du roi des Pays-Bas, ainsi que le Palatinat, la Sarre et une partie de la Belgique. Il ne s'agit là que de vagues promesses orales de Bismarck, mais Napoléon III prit ce dernier au mot. C'est ainsi qu'en 1867, la France propose secrètement de racheter le Luxembourg aux Pays-Bas qui traverse alors de graves difficultés financières. C'est à ce moment que sont révélés les accords politico-militaires passés entre la Confédération d'Allemagne du Nord et les États allemands du Sud. Se sentant sous pression, le roi des Pays-Bas révèle les transactions qu'il mène avec la France au sujet du Luxembourg. En apprenant cela, l'opinion allemande est scandalisée, car le Luxembourg, dont la dynastie a fourni 4 empereurs au Saint-Empire romain germanique, est vu par les nationalistes allemands comme faisant pleinement partie de l'espace culturel germanique. Poussé par les milieux nationalistes, Bismarck convainc les Néerlandais de renoncer à vendre le Grand-Duché. Les Français sont à leur tour choqués par le retournement de veste du chancelier de fer et décident de mobiliser leur armée. En retour, des députés allemands appellent à la mobilisation de l'armée de la Confédération d'Allemagne du Nord. Pour éviter une escalade, les diplomates européens obtiennent la tenue d'une conférence à Londres en mai 1867, à l'issue de laquelle les différentes parties s'accordent à ce que le Luxembourg reste une possession du roi des Pays-Bas. Le dénouement de cette crise du Luxembourg est un échec pour Napoléon III qui, isolé diplomatiquement, n'obtient non seulement aucune compensation territoriale en échange de sa neutralité dans le conflit austro-prussien, mais la France apparaît même comme le pays à l'origine de la crise aux yeux des autres puissances européennes. Pour Bismarck, ce nouveau coup d'éclat est un succès, car même si le traité signé à Londres oblige l'armée prussienne à se retirer du Luxembourg, ce dernier demeure sous son influence économique en tant qu'État membre du Zollverein, l'union douanière qui, après le traité de Prague, s'est dotée d'un parlement rassemblant les représentants de tous les États qui en sont membres. Surtout, Bismarck a réussi à placer la France en position de faiblesse vis-à-vis du reste de l'Europe.
Entre la Confédération d'Allemagne du Nord, dominée par la Prusse, et l'Empire austro-hongrois, se trouvent 4 États germanophones toujours indépendants. Les royaumes de Bavière et du Wurtemberg et les grands-duchés de Bade et de Hesse. Bien qu'ils soient déjà proches de la Prusse du fait de leur appartenance au Zollverein et que des accords militaires aient été signés après la victoire prussienne sur l'Autriche, ils demeurent toujours des États indépendants et leurs souverains restent méfiants quant aux ambitions de Berlin. Pour parachever son projet d'unité de l'Allemagne autour de la Prusse, Bismarck sait qu'il faut un adversaire commun à tous les États allemands, et aucun pays ne semble mieux remplir ces conditions que la France. Dirigée alors par le neveu de l'empereur Napoléon Ier, qui avait uni les Allemands contre lui lors de la bataille des Nations à Leipzig en 1813, celle-ci s'est, sous le règne de Napoléon III, mise à dos une grande partie de l'Europe du fait de sa politique étrangère hasardeuse entre intervention dans la guerre de Crimée contre la Russie, soutien ambigu à l'unification italienne, notamment contre l'Autriche, désastreuse expédition au Mexique et expansion coloniale et militaire qui suscite la méfiance des Anglais. Le chancelier n'attend plus que le bon prétexte pour provoquer la guerre qui parachèvera l'unité allemande. Ce prétexte vient d'Espagne. En 1868, la reine Isabelle II de Bourbon fut contrainte d'abdiquer et de s'exiler en France. Le trône espagnol étant désormais vacant, la régence de Madrid s'efforce de trouver un nouveau souverain. Elle porte son choix sur le cousin du roi Guillaume Ier de Prusse, le prince Léopold de Hohenzollern, qui se porte candidat quant à la succession au trône espagnol, poussé en ce sens par Bismarck. Les Français, apeurés, craignent de se retrouver encerclés par deux États ayant un souverain issu de la même dynastie, comme au XVIe et XVIIe siècle, quand les Habsbourg régnaient en même temps sur l'Espagne et le Saint-Empire. Le 13 juillet 1870, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, la France parvient à convaincre le roi Guillaume à faire renoncer son cousin à toute prétention au trône d'Espagne. Alors que Bismarck, furieux de l'échec de son plan, s'apprête à donner sa démission, l'ambassadeur français à Berlin commet une erreur qui va tout changer. Ce dernier exigea que Guillaume Ier déclare officiellement que sa dynastie renonce pour toujours à placer un de ses membres sur le trône d'Espagne. Guillaume Ier refuse de s'engager dans de telles garanties et envoie à Bismarck un télégramme qui résume les exigences françaises. Le chancelier va alors se servir de ce télégramme, connu sous le nom de dépêche d'Ems, du nom de la ville où le souverain prussien et le diplomate français se sont rencontrés, en faisant un résumé avec un texte modifié de façon à ce qu'il donne l'impression que le roi a été méprisant envers l'ambassadeur. Par ailleurs, la mauvaise traduction depuis l'allemand vers le français du résumé de Bismarck par la principale agence de presse française accentue encore le ton agressif que semble avoir eu Guillaume Ier. Comme on pouvait l'imaginer, l'opinion française est scandalisée, et malgré ses réticences, Napoléon III, poussé par son entourage belliqueux, déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. En plus de la Confédération d'Allemagne du Nord, dominée et dirigée par la Prusse, l'Empire français est aussi confronté aux États du sud de l'Allemagne, liés militairement à la Prusse depuis la signature des accords du 10 octobre 1866. Ils estiment en effet que la France est le pays agresseur. Napoléon III avait pourtant de bonnes raisons de ne pas vouloir d'un conflit avec son voisin germanique. L'armée française est en effet inférieure en tout point à sa rivale. Les conséquences de ce rapport de force déséquilibré ne se fait pas attendre. Après quelques incursions en territoire ennemi, les troupes françaises sont obligées de reculer devant l'avancée foudroyante de l'adversaire. Ironiquement, les Prussiens pratiquent contre l'armée de Napoléon III une tactique militaire semblable à celle de Napoléon Ier, à savoir la capacité de concentrer le gros de ses forces sur des points stratégiques. Les Français sont aussi stupéfaits de la rapidité avec laquelle la Prusse et ses alliés ont mobilisé leur armée. Alors que les Allemands écrasent ou encerclent le gros des armées françaises, notamment lors du siège de Metz, l'affrontement décisif se joue à Sedan. Le 2 septembre 1870, piégé au cœur de la ville, encerclé de toutes parts, l'empereur Napoléon III ainsi que toute une armée se rendent aux Prussiens. Preuve de l'importance de l'événement, tant le roi Guillaume Ier que Bismarck sont présents sur place. La capture et la reddition de Napoléon III provoquent la chute du régime impérial, puisque le 4 septembre 1870, depuis le balcon de l'hôtel de ville de Paris, Léon Gambetta proclame la naissance de la Troisième République française.
Mais contrairement à ce qu'espérait Bismarck, le fait que la France ait changé de gouvernement ne signifie pas la fin de la guerre. Au contraire, le nouveau gouvernement de défense nationale décide de poursuivre la lutte. Mais cette lutte s'apparente de plus en plus à une cause désespérée pour la France. Pour preuve, l'armée prussienne et ses alliés continuent d'avancer en territoire français, et le 19 septembre 1870, le siège de Paris commence. L'issue de la guerre ne faisait dès lors plus de doute. Pour la Prusse et ses alliés du sud de l'Allemagne, ce fut un véritable triomphe. La victoire sur l'ennemi commun généra une ferveur patriotique dans tous les États allemands qui, jusque-là divisés, prirent véritablement conscience qu'ils partagèrent un destin commun, bref, d'appartenir à la même nation, l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, au cœur même du symbole de la puissance française, la galerie des glaces du château de Versailles, Bismarck, qui a réuni les souverains des différents États allemands coalisés contre la France, proclame le roi de Prusse Guillaume Ier empereur d'Allemagne. En allemand, empereur se dit Kaiser, qui vient de César, référence directe aux empereurs de la Rome antique. De son côté, Otto von Bismarck, qui était déjà ministre-président et ministre des Affaires étrangères de la Prusse, devient le tout premier chancelier et chef de la diplomatie du nouvel État allemand le 21 mars. Le 28 janvier 1871, un armistice est signé entre l'Allemagne et le gouvernement de défense nationale français. Cela permet entre autres de lever le siège sur Paris. Cependant, Bismarck souhaite conclure la paix avec un gouvernement légalement élu, ce qui sera chose faite le 8 février quand les monarchistes favorables à la paix remportent la majorité à l'Assemblée nationale. Le traité de paix, qui est finalement signé à Versailles le 26 février, met officiellement fin à la guerre franco-prussienne. Il confirme par ailleurs l'incorporation des 4 États du sud de l'Allemagne au sein de l'Empire allemand. Ce traité, qui sera ensuite ratifié à Francfort le 10 mai 1871, reconnaît officiellement le roi de Prusse comme étant le Kaiser, l'empereur de la Nouvelle-Allemagne unie, et impose à la France le paiement d'indemnités de guerre s'élevant à 5 milliards de francs or, l'équivalent aujourd'hui de 25 milliards d'euros, et ce dans un délai de 3 ans, et l'occupation par les troupes allemandes du tiers nord-est de la France jusqu'à ce que cette dernière ait payé l'ensemble des réparations de guerre. Le dernier soldat allemand se retirera du sol français le 16 septembre 1873. Surtout, l'Allemagne annexe des territoires à la France, à savoir la quasi-totalité de l'Alsace, à l'exception du territoire de Belfort, la majeure partie du département de la Moselle, le quart du département de la Meurthe et quelques communes de l'est du département des Vosges. Cet ensemble, que l'on appelle Alsace-Lorraine ou Alsace-Moselle en France, est appelé Elsass-Lothringen en allemand, soit Alsace-Lorraine. Plus encore que la défaite elle-même, c'est l'annexion de l'Alsace-Moselle qui empêchera toute réconciliation entre la France et l'Allemagne et servira de base à la rivalité féroce entre les deux pays qui culminera lors de la Première Guerre mondiale. Entre-temps, la Commune de Paris, qui débute le 18 mars 1871, suite au refus des Parisiens de s'avouer vaincus face aux Allemands, est finalement écrasée par le gouvernement français lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai. Le nouvel empire allemand est constitué de 26 États, parmi lesquels se trouvent 4 royaumes, 6 grands-duchés, 5 duchés, 7 principautés, 3 villes libres, et enfin l'Alsace-Moselle, qui est une terre d'empire directement gouvernée depuis Berlin par l'intermédiaire d'un gouverneur local. En dépit du fait que la majorité de la population parlait déjà allemand ou des dialectes apparentés, la plupart des habitants d'Alsace-Moselle ne s'intégreront jamais vraiment dans l'Empire allemand et nombre d'entre eux seront même nostalgiques de la France et y immigreront. La constitution impériale, qui est en fait une version adaptée de celle de la Confédération d'Allemagne du Nord, donne à l'Allemagne des apparences de démocratie en assurant l'élection des députés au Parlement, le Reichstag, par tous les hommes à partir de l'âge de 25 ans. Cependant, si le Reichstag pouvait voter, amender ou rejeter les propositions de loi, tous les textes législatifs votés au Reichstag nécessitaient l'approbation du Bundesrat qui réunit les délégués des États de l'Empire. Par ailleurs, le pouvoir exécutif demeure en théorie entre les mains du Kaiser qui nomme le chancelier fédéral qui, en retour, servait et était responsable non pas devant le Parlement, mais devant l'empereur. Il faut aussi noter que c'était le chancelier, et non le Parlement, qui pouvait être à l'initiative des textes législatifs. Surtout, la Constitution de 1871 consacre la domination prussienne sur l'Empire allemand.
La Prusse, qui représente les 2 tiers de la superficie et de la population du nouvel État, contrôle ainsi 17 des 58 sièges de délégués au Bundesrat, sachant qu'il en faut 14 pour que cette dernière oppose son veto à un projet de loi. Durant les 47 années d'existence de l'Empire allemand, le chancelier impérial fut presque toujours simultanément le ministre-président de la Prusse. Si les autres États allemands conservaient en principe un degré élevé d'autonomie avec leurs propres souverains et leur propre gouvernement, les forces armées des petits États allemands, comme les duchés et les principautés, furent incorporées dans celles de la Prusse, tandis que des États plus grands, comme la Bavière ou la Saxe, conservaient leur propre armée, mais durent engager de profondes réformes pour s'adapter aux doctrines militaires prussiennes et, en cas de guerre, l'état-major impérial, constitué en grande majorité d'officiers prussiens, prend le contrôle de l'ensemble des armées de l'Empire. Enfin, Berlin, qui était déjà la capitale de la Prusse, devient tout naturellement celle de l'Empire allemand. Sur le plan économique, le Zollverein, créé à l'origine par la Prusse pour attirer les autres États de la Confédération germanique dans sa zone d'influence, continue d'exister en parallèle du nouvel État allemand et inclut même en son sein le Luxembourg, qui ne fait pourtant pas partie de l'Allemagne unie. Le Zollverein cessera d'exister en 1918 suite à la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. En 1873, une monnaie commune à tout l'Empire allemand, le mark, fut officiellement mise en circulation. Le drapeau tricolore, noir, blanc et rouge de la Confédération d'Allemagne du Nord devint l'étendard officiel de l'Empire allemand. Le noir et le blanc étaient déjà les principales couleurs du drapeau du royaume de Prusse, tandis que le rouge, en plus de symboliser le sang versé par les soldats, représente la marche de Brandebourg, un état du Saint-Empire considéré comme étant l'ancêtre du royaume de Prusse, fondé en 1701. L'absence sur ce drapeau de la couleur jaune traditionnellement associée à l'Autriche des Habsbourg vient rappeler l'exclusion de la plus grande rivale de la Prusse dans le processus d'unité allemande. Mais si l'unité politique a été réalisée par la diplomatie et surtout par la force, encore faut-il développer la conscience d'appartenir à une nation dont la population partage la même culture et les mêmes valeurs. Peu après l'unification, Bismarck lance la Kulturkampf, une bataille culturelle qui vise à limiter l'influence de l'Église catholique dans la vie politique et sociale, car le chancelier prussien redoute que les sujets catholiques du Kaiser soient plus loyaux envers le pape qu'envers leur empereur qui, en tant que roi de Prusse, est de confession protestante. De leur côté, les juifs allemands s'efforcèrent non sans difficulté de s'intégrer dans la société allemande. Bien qu'une large majorité de la population parle allemand ou des dialectes apparentés, il existe aux marges de l'Empire plusieurs minorités parlant d'autres langues comme le français, le danois et surtout le polonais, les polonais qui représentent environ 5% de la population de l'Empire. Au fil des années, le gouvernement impérial de Berlin imposera une politique de germanisation forcée qui vise à pousser les minorités à abandonner leur propre langue et en imposant l'utilisation de l'allemand à l'école et dans l'administration. Cependant, à l'image de la Kulturkampf pour la religion, cette politique de germanisation des minorités échouera dans son objectif d'éliminer toute trace de minorité culturellement et linguistiquement distincte de la majorité des Allemands. Bismarck a beau être un conservateur farouchement hostile au milieu socialiste, il est à l'origine de plusieurs réformes sociales particulièrement innovantes pour l'époque, comme le montre l'instauration en 1883 d'un système de sécurité sociale qui repose sur la cogestion de l'assurance sociale par les salariés et les employeurs. Enfin, grâce à un environnement politique et social favorable, l'Allemagne, en plus de disposer de la meilleure armée de terre au monde, qui devient un modèle à suivre pour de nombreux pays, connaît un développement économique spectaculaire. Son industrie, qui s'impose comme un leader mondial dans de nombreux domaines comme la chimie, l'électricité et le tout nouveau secteur de l'automobile, rattrape celle du Royaume-Uni, berceau originel de la révolution industrielle. Son commerce extérieur est tout aussi florissant et ses produits sont exportés dans le monde entier. L'Allemagne devient un acteur de premier plan dans le domaine de la recherche et de l'innovation scientifique. Pour preuve, le pays obtient à cette époque plus de prix Nobel de physique et de chimie que n'importe quel autre pays. D'ailleurs, qui se souvient qu'à l'origine, Albert Einstein était un sujet du Kaiser? Quoi qu'il en soit, quelques années seulement après avoir accompli son unification, l'Allemagne s'affirme comme la nouvelle puissance majeure de l'Europe, voire du monde.
On l'a compris, l'unification de l'Allemagne changea radicalement la carte de l'Europe et bouleversa l'équilibre des puissances au sein du vieux continent. On peut considérer l'unification allemande comme étant l'acte final de la destruction de l'ordre européen instauré par le Congrès de Vienne en 1815 suite à la chute de Napoléon. Conscient des craintes que suscite la nouvelle puissance allemande chez ses voisins, Bismarck, au cours de ses 19 années à la chancellerie, s'efforcera de les rassurer, notamment en nouant des alliances politico-militaires, comme l'alliance des trois empereurs avec l'Autriche-Hongrie et la Russie en 1873, la Triple Alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie en 1882, tout en maintenant des relations cordiales avec des États comme le Royaume-Uni et l'Empire ottoman. L'une des priorités de Bismarck est de maintenir l'isolement diplomatique dans lequel se trouve la France, soucieuse de prendre sa revanche après l'humiliation de la défaite de 1870 et de la perte de l'Alsace-Moselle. Berlin sera le lieu où se tiendra plusieurs conférences visant à régler des questions sensibles, comme en 1878, suite au conflit qui vient d'opposer la Russie à l'Empire ottoman, ou encore entre 1884 et 1885 au sujet du partage de l'Afrique entre les puissances coloniales européennes. Mais en 1890, avec l'avènement du nouvel empereur Guillaume II, l'Allemagne change de cap en matière de politique extérieure, ce qui pousse Bismarck à la démission. Fini la politique prudente de l'équilibre européen. Place à la Weltpolitik, une politique mondiale ambitieuse qui vise à donner à l'Allemagne sa place au soleil, en clair sa part du gâteau dans le concert des nations, quitte à évincer les puissances déjà établies. Ce sont les tensions résultant de cette nouvelle politique extérieure qui expliquent en partie le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Comme on le sait, les Allemands ne furent pas les seuls à accomplir leur unification au milieu du XIXe siècle. De l'autre côté des Alpes, les Italiens, après des siècles de division et de domination extérieure, décidèrent de former à leur tour leur propre État. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'unification de l'Allemagne 150 ans après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager ainsi que toutes les autres. N'oubliez pas surtout de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Avant de vous quitter, je tenais à vous dire merci, merci infiniment, car grâce à vous, ma chaîne vient de franchir le cap des 3000 abonnés. Et ce cap a été franchi grâce à vous les abonnés. Merci infiniment d'être toujours plus nombreux à me suivre. Cela me fait vraiment chaud au cœur et cela me pousse à faire toujours plus de vidéos de qualité pour vous, mes très chers abonnés, mes très chers amis. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos passionnantes. Salut les amis!